16h35 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Daniel Lévy. Et tout de suite, nous allons rejoindre Christophe Barbier, notre homme de théâtre et aussi notre homme politique que l'on retrouve tous les matins à 7h45 sur l'antenne de Radio J pour l'interview politique. Alors, on va vous demander, Christophe Barbier, dans un instant, cette grande question. La résilience est-elle un sujet au théâtre ? C'est une grande question qu'on a envie de vous poser. Mais juste avant, on va continuer à parler un petit peu avec vous, Daniel Lévy, le temps que Christophe Barbier nous rejoigne sur l'antenne de Radio J. Alors voilà, on a Christophe Barbier. Allez, cher Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Cyrielle. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne de Radio J. Alors, cette grande question, la résilience est-elle un sujet au théâtre ? Eh bien, se reconstruire après une catastrophe, retrouver la paix intérieure, reprendre le goût à la vie. Eh bien non, Cyrielle, ce n'est pas un sujet fréquent au théâtre. En tout cas, ce n'est pas un thème constitutif du théâtre occidental. Des Grecs jusqu'à Shakespeare, de la tragédie classique au romantisme, les grands auteurs ont passionné les spectateurs avec des réactions bien plus virulentes à l'adversité que ne l'est la résilience. Il est question au théâtre de vengeance, de reconquête, bien plus que de sérénité. Oreste, par exemple, n'est pas un personnage résilient, pas plus que Hamlet. La résilience exige un peu d'être en paix avec soi-même et d'aller au bout d'une quête d'équilibre et de sérénité. Et tout cela, ce n'est pas vraiment théâtral. Je voulais vous poser cette question. Peut-on néanmoins donner des exemples de pièces sur la résilience quand même ? Ah bah oui, je vais vous en donner 2 parce que sinon vous n'allez plus vouloir de moi dans cette chronique. Et ensuite parce que c'est très intéressant, 2 pièces contemporaines. La première, le cas Snyder. Au départ, il s'agit d'un roman de Jean-Paul Dubois qui raconte le drame d'un homme, Paul Snyder, unique rescapé d'une chute d'ascenseur où sa fille a été tuée. Alors d'abord, il cherche les responsables, le fabricant d'ascenseur, le propriétaire de l'immeuble, qui a tué sa fille. Puis il trouve un coupable idéal, lui-même. C'est lui qui, par un enchaînement de circonstances, a amené sa fille à cet endroit-là, ce jour-là. Par ailleurs, il est coupable d'avoir survécu à la place de sa fille. Pourquoi n'est-il pas mort ? Alors Paul Snyder remet en question toute son existence, son identité même, sa raison d'être. Il en résulte un fatalisme absurde, un désespoir qui lui permet tout juste d'affronter l'existence, cette chose devenue si vaine. Et puis un jour, Snyder se met à promener des chiens. C'est son nouveau métier. Et d'un seul coup, son existence reprend un sens. Est-ce le comble de la folie ou au contraire une issue de secours ? En 2017, Pierre Arditi a incarné Paul Snyder dans une mise en scène de Didier Bezas au Théâtre de l'Atelier. Magnifique spectacle, bouleversant, mais qui ne rencontra pas un grand succès. L'autodestruction et la résilience ne sont pas des sujets populaires. Mon deuxième exemple est une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Petits crimes conjugaux, créée en 2003 par Bernard Giraudot et Charlotte Rampling. Lui sort de l'hôpital après un long coma, frappé d'une amnésie profonde. Elle l'a veillé à l'hôpital et elle a tout préparé dans l'appartement pour que le retour à la maison lui permette de retrouver la mémoire. Peut-on ainsi redécouvrir son passé et rétablir la paix avec soi-même ? Peut-on reprendre le cours de sa vie et l'histoire d'un couple sans rouvrir les plaies ? L'accident ? En fait, il est tombé dans l'escalier alors qu'il poursuivait sa femme pour la tuer. À moins que, parce que ça c'est ce qu'on lui raconte. En fait, il a feint l'amnésie pour voir comment sa femme allait se comporter car l'accident, c'est elle qui a essayé de le tuer en l'assommant. Impossible d'oublier, impossible de pardonner, d'entamer la résilience et pourtant, le couple décide de continuer à vivre ensemble. La résilience devient un paradoxe. Et le paradoxe, Cyrielle, c'est théâtral. Et oui, merci beaucoup, cher Christophe Barbier, notre chroniqueur et auteur, bien sûr, de votre nouveau livre, Christophe, qui s'appelle « À la recherche du héros perdu ». Élysée 2022, Racine contre Corneille, c'est aux éditions Fayard. Et puis, je rappelle qu'on vous retrouve aussi au théâtre, dans la pièce Élysée, du mardi au dimanche, au théâtre du Petit Montparnasse, et tous les matins, à 7h45 pour l'interview politique. Merci, Christophe Barbier. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion. Vous écoutez Radio J. Daniel Lévy, c'est le moment d'émotion avec vos goûts qui, en théorie, en disent long sur vous. On va le découvrir sur l'antenne de Radio J. Côté musique, si on se demande ce que vous aimez, qui vous aimez, eh bien, il y a 4 chansons qui composent votre playlist et qu'elles sont délicieuses. La première qu'on va écouter, The Secret Life of Plants, c'est de Stevie Wonder, extrait de la bande originale de 1979, Le Voyage de Stevie Wonder à travers la vie secrète des plantes. Est-ce que cela vous a inspiré votre chanson, notamment, si on peut, où vous montrez votre engagement pour préserver la planète ? Ça serait présomptueux de
de dire qu'il y a des relents de ce chef-d'œuvre qu'est cette chanson-là, et l'album en général. En tout cas, bon, de toute façon, Stevie Wonder est un Pygmalion pour moi, c'est une référence absolue, oui. Je ne conçois pas le noyau de tous, tout commence à l'intérieur d'une petite graine, et ce que nous pensons aussi insignifiant fournit l'air pur que nous respirons. Mais qui suis-je de mettre en doute ou une question l'être inévitable? Pour ce ne sont que quelques découvertes, nous trouvons dans la vie secrète des plantes. C'est très joli. Une autre chanson également qui vous inspire, Daniel Levy. Et chose assez drôle, lorsque je vous ai demandé quelle chanson vous aimiez, vous m'avez écrit All of You, tout de toi, de John Legend, alors que la chanson s'appelle All of Me, tout de moi. C'est dire ce que cela révèle de vous, l'abnégation sans doute, le don pour l'autre. All of Me est une chanson de l'artiste américain John Legend, sortie en 2014 en tant que 3e single de l'album Love in the Future. Cette chanson parle alors de cet amour qui aspire, expulse, d'un amour sans concession, malgré quelques interrogations. Que se passe-t-il dans cette jolie tête? Je suis dans ta course magique et mystérieuse, et je suis tellement étourdie. Je ne sais pas ce qui m'a frappée, mais ça va aller, ma tête est sous l'eau, mais je respire bien, parce que mon être entier aime tout de toi. C'est quand même très joli. Ah, c'est une splendeur. Est-ce que c'est comme cela que vous aimez aussi Daniel Levy, sans ego, sans fin, tout? Et la tête sous l'eau? La tête sous l'eau. En apnée? Oui. Carte sur table, nous montrons tous deux nos cœurs, risquant tout, bien que ce soit difficile. Je te donne tout de moi et tu me donnes tout de toi. C'est quand même une très belle chanson. Une autre chanson également que vous aimez beaucoup, Daniel Levy. On va rester sentimental avec ce titre In a Sentimental Mood du saxophoniste ténor de jazz fusion américain Michael Brecker. Elle s'est sortie en 1986. La chanson est de Duke Ellington. Duke Ellington, mais vous aimez précisément. Elle a été mise en valeur de façon magistrale par le grand saxophoniste en question. Oui. Michael Brecker. 35 ans plus tard, vous l'aimez toujours autant, cette chanson. Il a gagné 15 Grammy Awards en tant qu'interprète et compositeur. Voilà, c'est un exceptionnel musicien. Il a été très demandé en tant que soliste et accompagnateur. Sa carrière très prolifique compte au total plus de 700 participations avec divers artistes allant du jazz au pop rock. Il est pour vous le meilleur? Brecker? Ouais. Ouais, c'est un saxophoniste extraordinaire. Est-ce que vous auriez aimé qu'il vous accompagne sur scène? Ah oui, hein. Après il a essayé, justement, il fait une interprétation du morceau avec un instrument où il mêlait la technologie au service de la musique, avec un instrument qui s'appelle l'Ewi, et qui faisait de son saxophone quelque chose de complètement dingue, quoi, avec un son de synthé. Mais il faut surtout rendre hommage à la chanson, à l'œuvre de Duke Ellington, qui sont voilà, une alchimie de notes venues d'en haut, encore une fois, une sentimental mood. Sans compter que ce qui est dit, on est encore une fois dans le sentiment, on est sentimental mood, dans le mode sentimental. Mmh. Dans le mode sentimental, il y a un autre artiste que vous aimez, que vous adorez, et que vous avez volé, je crois, à Stevie Wonder. Un musicien extraordinaire, un musicien fantastique. Ah oui. Mais j'ai des problèmes maintenant avec lui. C'est le saxophoniste de Stevie Wonder depuis... Et il veut plus en entendre parler. Depuis qu'il me connaît, il veut plus entendre parler de Stevie. Alors j'ai dit, je veux pas avoir d'histoire avec Stevie. Je lui ai expliqué, ça se fait pas. Il s'appelle Ryan Kilgore. Ryan Kilgore, qui travaille donc avec Stevie Wonder. Je suis tombée sur ce live donc que j'ai adoré et donc ça m'a donné envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez de l'humour, Daniel Levy? Parce que j'ai vu que vous me faisiez des petites blagues pendant cette émission et c'est vrai que c'est assez marrant que vous parliez de cette manière du saxophoniste de Stevie sur scène. Cette histoire est vraie en même temps? Est-ce que vous croyez que c'est moi qui dois vous répondre à cette question? Oui. Si j'ai de l'humour, demandez à mon entourage. Mais en fait, moi, je le pratique au quotidien parce que c'est un mode d'expression, l'humour. C'est une vision des choses aussi, c'est un angle sur l'existence. Et j'avoue que j'aime bien trouver l'aspérité des choses qui sont quelquefois évidentes et de trouver justement le côté décalé qu'on peut y puiser pour rendre les choses... et j'aime bien dédramatiser. Bon, par exemple, ce matin, ça va pas faire plaisir à ma femme, mais alors il y avait une journaliste qui était avec plein d'allant,
et qui parlait de ma relation avec ma femme et tout ça. Donc elle voulait que je rentre dans un système où je me confie. Elle me disait, mais votre femme, elle est là, vous la voyez, vous ne quittez pas d'une seconde, machin, mais qu'est-ce qu'elle vous apporte finalement? J'ai dit, déjà le petit déjeuner. Alors ça surprend, mais j'aime bien des faire comme ça. C'est aussi une petite porte de sortie, hein, l'humour, Daniel Lévy. Ah, mais c'est bien, c'est fantastique. Et je tire de ça de mon papa, qui était une grande figure de l'humanité, puisque c'est un homme avec une trajectoire incroyable. Quelle trajectoire incroyable. Il s'est fait tout seul, il vient de l'Algérie, il n'a pas été à l'école, mais pourtant il adorait les mots, il faisait de l'esprit. C'était j'avais envie d'en parler quand je me suis retrouvé avec Gad Elmaleh sur scène avec lui. J'avais envie de l'évoquer pour dire que mon père, il était déjà un précurseur de cet humour-là, de l'absurde, mais aussi c'était quelqu'un qui a fait la guerre et qui s'est échappé, qui était quelqu'un qui se faisait pas marcher sur les pieds, c'est le moins qu'on puisse dire, et pourtant avec un charme et un charisme, mais aussi une gentillesse. Il a élevé 7 enfants, il avait beaucoup de choses, c'est un personnage de roman, mon père. Et il avait l'humour, les gens, quand il allait chercher sa viande à la boucherie, il demandait au boucher quand est-ce qu'il vient, monsieur Lévy, parce que c'était une presta, quoi. Alors le boucher mettait l'apéro et les gens, ils se régalaient parce que mon père, c'était un conteur d'histoires. C'est pour ça qu'on appelle les boucheries Lévy, qu'elles sont connues, vous pensez? Je sais pas s'il y a une boucherie Lévy. Une autre chose un autre titre qui saupoudre votre cœur, Daniel Lévy, et j'ai choisi une version live d'Another Day du grand Frank McComb. Ça joue grave, comme on dit, avec un saxo incroyable, de la basse. On écoute un petit peu. No need to rush. I ain't gonna worry. 'Cause any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself. J'ai tellement envie de vous entendre chanter, Daniel Lévy, sur cette chanson. J'ai un scoop pour vous. Ah, donnez-moi un scoop pour moi. D'abord parce que Frank McComb, c'est quelqu'un qu'on a découvert, qui est la réincarnation ou le prolongement de l'âme de Danny Hathaway. Danny Hathaway étant le papa absolu de la soul music, ouais. La référence absolue. Et un jour, on l'a entendu en concert à Paris, il y avait une dizaine de personnes, et il y avait cet artiste exceptionnel. Et puis après, j'ai filé mon mail, et puis j'ai dit, j'aimerais bien travailler avec vous, vous faire revenir en concert, mais dans des meilleures conditions. Et on a fait tout ça, et un jour, je lui ai envoyé une chanson, et puis il a adoré. C'était pour faire un duo, et il m'a dit, je viens. Et on l'a fait venir de Los Angeles, et donc j'ai enregistré un duo avec lui, qui est inédit, et que je ferai entendre bientôt. Oh, je le veux. Je le veux, Daniel Lévy. Dites-nous. Magnifique. Ça s'appelle Chez toi. Chez toi. Ouais. Bientôt, okay. J'espère. Eh bien, écoutez, si Dieu veut, on écoutera ça chez nous. Another Day du grand Frank McComb. On ressent bien sûr vos influences, Daniel Lévy. J'étais sûre qu'il y avait une petite rencontre dans l'histoire. On va parler d'autre chose maintenant, si vous le voulez bien, après la musique, la lecture. En ce moment, vous conseillez de lire le livre d'Isabelle Leyer, Je deviens l'artiste de ma vie, les 12 étapes clés pour déplacer des montagnes et réaliser ses rêves. Encore une fois, ça vous va bien? Tout ça? Je vous remercie. Je sais pas si je dois me lancer en politique, du coup. Non, c'est un de vos rêves, la politique? Ça vous plairait? Pas du tout. Politique, non, mais vous savez, je me suis essayé à l'exercice en étant Moïse, qui était un personnage politique. Un personnage, bien sûr, un leader religieux, et pour cause, mais politique. C'est-à-dire ce qu'on me disait quand j'ai croisé Chaim Wiesenbaum, que je connais, et on parlait de Moïse, qui a été quelqu'un qui, avant d'aller chercher les tables, et il s'est retrouvé en Afrique en étant exclu d'Égypte. Il s'est retrouvé en Afrique. Il a été porté la parole, la bonne parole. Il est même devenu roi de Ninive.
Et il a été un peu bouger les peuplades d'Afrique avant de revenir prendre la loi de Dieu au Mont Sinaï. Et il a été dans l'action tout le temps. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Et être juif, puisqu'il en est question ici un peu, c'est être dans l'action. C'est porter la parole de Dieu dans le monde. Pour avoir du mérite, c'est pas d'être sans clivage ni rejet. Un moine bouddhiste, c'est pas notre truc. Pas parce que c'est pas la façon dont il faut adorer Dieu, mais c'est parce que porter la parole de Dieu, c'est d'être dans ce monde-là, celui où, avec les hommes, avec ses semblables, avec l'épreuve du matériel, et de transcender le matériel pour le rendre infiniment spirituel. On sent quand même que vous êtes un peu religieux, Daniel Lévy, quand je vous ai posé la question. Je sais pas, j'ai toujours eu une quête de spiritualité, et je suis pas un croyant, je suis un sachant. Un sachant, c'est joli, un sachant. Croire en ses rêves rend la vie plus belle et permet de déplacer des montagnes, mais encore faut-il avoir trouvé ses rêves. Est-ce que vous pouvez donner un conseil, Daniel Lévy, aux gens qui ont du mal avec ça ? De chercher, de trouver leurs rêves. Ah, ça, c'est pas évident. Ah, mais ça, c'est encore une fois... Vous avez toujours su que c'était la musique. Oui. Ah, j'ai eu beaucoup de chance. Sur l'étape du lycée, j'écrivais Stevie Wonder, Gino Vanelli... Non, plutôt Al Jarreau d'abord, avant Gino Vanelli. Oui. Après, on mettra José Feliciano. J'écrivais tous mes chanteurs préférés, George Benson. Et puis j'étais toujours... j'étais allumé de musique, quoi. Donc j'ai cette chance-là d'abord baigné dans un univers musical avec mes frères et sœurs. Mais bon, j'avais pas décidé de faire un métier. Mais par contre, de chanter, je voulais chanter, faire de la musique. C'était sans penser à rentrer dans une quelconque caste. Je savais pas encore comment il fallait faire. D'abord, il faut la passion, il faut avoir envie de faire quelque chose, quoi. Celui qui aime la terre, il va, il cultive la terre, et peut-être qu'un jour, il se retrouve à la tête d'un vignoble, je ne sais pas, moi. C'est soit sa chance. Oui, mais je ne parle même pas de concrétisation du projet pour le rendre mercantile, ou le rendre visible ou concret. C'est d'abord passer par l'expression de sa passion, sans rien d'autre. Gratuitement, sans faire de... Bien sûr que je me suis projeté une fois ou deux à un moment donné quand même, mais c'est d'abord exprimer sa passion, son envie absolue de faire les choses. Daniel Lévy, maintenant on va se croquer le cœur un peu différemment. On va aller voir quel plat vous ressemble puisque vous vous faites cuisiner par notre humoriste du jour, Hugo Pécheur, l'occasion de mettre nos papilles en éveil sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite parce que je suis très pressé. Et oui, on est très pressé. Alors Hugo Pécheur, bonjour. On a envie de savoir c'est quoi le menu aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Daniel. Bonjour Hugo. Alors Daniel Lévy, c'est des classiques de la chanson française comme L'envie d'aimer. Exactement, voilà. L'envie d'aimer, ce sera nous dès demain, ce sera à nous le chemin. Des paroles qui viennent tout juste d'être remixées dans une pub pour le Viagra. Je ne sais pas si vous le saviez. Ce sera mou dès demain, ce sera mou sur le chemin. C'est la nouvelle pub. C'est mon grand-père qui me l'a fait découvrir avant de venir. Il m'a d'ailleurs confié que sans ces petits cachets, ma grand-mère se serait déjà barrée avec le voisin. Donc merci à vous, Daniel, de consolidifier le couple. C'est de mieux en mieux. Je suis en roue libre aujourd'hui. Je vois. Je suis en roue libre aujourd'hui. Et il m'a dit, mais oui, Daniel Lévy, c'est le chanteur de la pub pour les élections. Je dis non, papy, pour les érections, c'est pas la même chose. Le pauvre, il mélange chaque fois les deux mots. L'autre jour, pendant 20 minutes, il m'a parlé des érections présidentielles. Bien sûr. Je savais pas s'il me parlait de la campagne actuelle ou d'un concours de quéquette organisé entre DSK, Darmanin et Nicolas Hulot. L'envie d'aimer, c'est une chanson incroyable, très dure à chanter, parce que moi, j'adore aller voir les karaokés. Et quand les gens qui prennent votre chanson, ils te cassent les oreilles à chaque fois. Quand on les entend, on n'a plus du tout l'envie d'aimer, on a l'envie de chier, hein. C'est terrible. Les gens qui chantent mal et qui vont au karaoké, pourquoi vous vous infligez tant de mal? C'est comme si tu vas au ski et qu'en haut d'une piste noire, tu te plantes une fourchette dans le mollet et tu dis bon allez, c'est parti.
Voilà. Dans vos interviews, vous avez parlé tout à l'heure aussi, on en a parlé du syndrome de l'imposteur. C'est super que vous en parliez parce que quand on est un artiste, on évoque ce sujet et on vit quotidiennement avec. Même si quand je regarde votre carrière et que je la compare à la mienne, j'ai quand même beaucoup plus de caractéristiques de l'imposteur que vous. Hein. Vous remplissez des Olympias quand vous chantez et moi quand je joue, je vide des chichas. C'est pas terrible. Et je me dis, est-ce que le syndrome de l'imposteur, c'est pareil pour tous les artistes ou non? Je me dis, est-ce que quelqu'un comme Johnny, il a le syndrome de l'imposteur? Est-ce que Johnny... Là, il a plus grand-chose. Hein. Oui, mais est-ce qu'il avait le syndrome de l'imposteur? Est-ce qu'il se dit, vas-y, je chante bien, mais c'est vrai que Jul, il mériterait d'être à ma place? Oui, je pense qu'il a eu le mérite de ne pas se poser autant de questions. Oui, je pense aussi. Alors, désolé pour l'imitation, je pense que j'ai plutôt imité... Il venait du Sud, Johnny. Non, j'ai imité un de ses fans à sa place, je pense. Mais j'espère juste que le syndrome de l'imposteur, ça touche que les artistes et pas tous les corps de métier. Moi, à chaque fois que je monte dans un avion, je demande au pilote s'il se sent légitime, parce que je veux bien que ça arrive à n'importe qui, mais pas à lui. Hein. Pas à lui, hein. Je veux pas. Ce serait embêtant, oui. Alors, en tout cas, moi, je trouve ça super qu'un artiste comme vous évoque ce genre de sujet. Moi, en tant qu'artiste dans mon spectacle, je parle aussi de sujets engagés tels que les pédofoufs. Mais voilà, je sais très bien d'évoquer tous ces sujets. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez vraiment qu'on en parle Non, tout de suite? mais il faut quand même... ouais. On peut imaginer qu'on okay. Et c'est bien de parler des sujets en 2022. Il faut briser les tabous, oui, je pense. Et une petite question, vous vivez toujours à Marseille? Oui. Et vous êtes supporter du PSG? Bah oui. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'on n'a pas compris tous les deux, parce que moi, je vis à Paris et je supporte l'OM. Mais en fait, moi, j'aime bien le PSG parce que voilà. Mais j'aime bien l'OM aussi parce que voilà. C'était important de le dire, non? Ok, mais je vous avoue que j'ai pas eu trop de réponses à... Non, mais moi j'aime le beau jeu, moi je suis un amoureux du beau jeu. D'accord. Mais est-ce que vous allez dans les cafés pour supporter votre équipe? Parce que là, je pense qu'à Marseille, ça se passe pas très bien. D'ailleurs, j'ai été au Vélodrome pour voir un magnifique OM PSG. Avec un but de Cavani sur un coup franc à la 92e minute. Le fameux 2-2, terrible. Ouais, j'étais là. Et c'était fantastique à voir ça. Ouais, mais le beau jeu avant tout, le beau jeu. Ouais, moi je trouve que vivre à Marseille et supporter le PSG, c'est un peu comme perdre le goût et l'odorat avant de manger un tagine. On n'apprécie plus les bonnes choses. D'ailleurs, en parlant de bouffe, j'ai entendu dire, mes petites oreilles ont sifflé, que votre plat préféré, c'est la blanquette de veau. Oui, j'aime bien. Alors, moi... Avec une petite variation, bon, ça serait plutôt des langues d'oiseau à la place du riz. Ah, ça, je suis pas au courant. Ouais, et des petits pois. Et puis beaucoup de... Donc c'est plus du tout la blanquette de veau. Ça n'a plus rien à voir avec le plat. En fait, c'est un plat oriental qui ressemble plutôt à la chouchou. Non, c'est pas ça. Non, parce que moi, j'avais une blanquette de veau à vous proposer, parce que là, j'ai mon meilleur ami qui est devenu égérie pour William Saurin. Alors, si vous aimez la blanquette pas trop chère, mais pas très bonne, je peux vous en envoyer plein. Merci. Il me suffit juste votre adresse. William Saurin, je suis pas sûre. C'est pas tout à fait cachère, quand même. Hein. Ah, c'est pas cachère, et oui, évidemment. Et oui, Saurin, c'est Saurin. William Saurin, c'est Saurin. C'est pas tellement juif, Saurin. J'ai William Ben Saurin, si vous voulez, en stock. Je peux vous en commander. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ok, Daniel Lévy, en tout cas, voilà, je saurais pas cuisiner une aussi bonne blanquette que votre femme, et en tout cas, je vous souhaite bon appétit, une très bonne journée. Merci Hugo, sympathique. Merci Hugo, sympathique. Et je rappelle que vous êtes sur scène en première partie du spectacle Pourquoi pas de Jérém Rage tous les mardis à 19h30 à la Divine Comédie à Paris. En attendant, on vous retrouve en podcast sur le YouTube de Radio J et sur radioj.fr. Allez, vous restez encore avec nous et Daniel Lévy pour cette tournée Vivre aux éclats en France et en Belgique et le 14 mars à Mogador. Dans un instant, c'est une pause suivie du journal de l'information de Steve Nadjar et notre émission continue. Restez connectés sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.